Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité est un expert en terrorisme et il va nous parler de papiers secrets qui ont été trouvés pour nous montrer les plans des organisations terroristes pour détruire les États-Unis d'Amérique. Et ce ne sera plus un secret. And it won't be a secret anymore. Mon invité, Eric Stakelbeck, est l'un des plus grands experts en terrorisme. Et vous avez probablement vu Eric sur CNN ou sur Fox ou un certain nombre de différentes émissions dans lesquelles il est une ressource pour ce qui se passe dans le monde. Mais la chose qui me stupéfie absolument, c'est que je connaissais quelque chose à propos d'un groupe terroriste appelé les Frères musulmans. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'ils étaient. Eric, parlez-moi un peu des Frères musulmans. Pourquoi les médias, notre administration, les présentent comme des musulmans modérés? Quelle est la raison? As moderate. What's the reason for that? Cite tout d'abord, leur tactique, c'est de s'habiller comme vous et moi. Ils ont des costumes et des cravates. Ils sont éloquents. Ils sont éduqués à l'occidental. Ils parlent anglais couramment. Ce n'est pas Al-Qaïda. Ce ne sont pas les gars avec les barbes flottantes et les robes et les AK-47. Les frères musulmans sont très charmants, Sid. Et je les ai interrogés face à face. J'étais chez eux, j'étais dans leur mosquée, j'étais dans leur bureau. Et Sid, si je ne les connaissais pas mieux, je les aimerais. Ils sont tout à fait charmants. Mais cette charmante façade et ces pots de plaquage à l'ordre du jour sont sinistres, Sid. Et à la fin de la journée, ils partagent les mêmes objectifs qu'Al-Qaïda. Mais vous savez ce que cela me rappelle, Eric? C'est les Ku Klux Klan. Ils avaient l'habitude de porter des robes et maintenant ils mettent des costumes d'affaires. Sont-ils diplômés d'université? Sont-ils brillants? Are they college educated? Oui, Sid, non seulement ils sont des collégiaux instruits, beaucoup d'entre eux ont été éduqués en Occident, dans les États-Unis, en Europe. Les gens seraient choqués de connaître la présence des frères musulmans aux États-Unis. Sid, ils sont là. Je vais vous donner un exemple excellent. Mohamed Morsi, aujourd'hui président égyptien déchu, il a rejoint les frères musulmans, pas en Égypte, mais aux États-Unis, en Californie, quand il était étudiant à l'USC, l'Université du Sud de la Californie. C'est là que Mohamed Morsi est devenu un frère musulman, Sid. Ils sont ici, aux États-Unis. Maintenant, vous dites qu'ils sont une nouvelle race en dessous du costume. Ils élèvent des terroristes produits locaux. Que voulez-vous dire? Terrorists? What do you mean? Sid, on a vu, cas après cas, au cours des dernières années aux États-Unis, des dizaines de cas de jeunes musulmans africains, des citoyens américains arrêtés sur des accusations de terrorisme. Sid, je vais vous donner un bon exemple de ce style de lien des frères musulmans et comment ils sont vraiment le moteur de toute la terreur islamique que nous voyons aujourd'hui. Les bombardiers de Boston, ces deux jeunes frères à Boston ont tué 3 personnes, en ont blessé plus de 264. Si ils ont fréquenté une mosquée dans la région de Boston contrôlée par un groupe lié aux frères musulmans. Surprise, surprise! J'ai entendu aux informations que les frères musulmans ont été à la Maison-Blanche au moins 100 fois au cours de la dernière année civile. Cite des musulmans connectés à la fraternité, des personnes avec des liens étroits avec le monde musulman, avec le réseau de la fraternité, conseillent notre gouvernement, le gouvernement américain, sur son contre-terrorisme et les moyens politiques de l'Est. C'est l'incarnation du renard gardant le poulailler. Et vous vous demandez pourquoi la politique américaine au Moyen-Orient en ce moment est une sorte de gâchis et que nous voyons tout ce chaos au Moyen-Orient. Nous avons les méchants, les fraternités dans les salles de pouvoir aux oreilles de nos législateurs. Ok, vous avez utilisé l'expression « le grand-père de tous les terrorismes ». Vous pensez vraiment ça, Eric? Si, je le pense à 100%. Tout le chaos terroriste, la folie que nous voyons aujourd'hui, la guerre contre la terreur, Al-Qaïda, Hamas, sont engendrés par les frères musulmans. Si Al-Qaïda est une émanation des frères musulmans, le Hamas est une émanation des frères musulmans.
Cite, j'ai fait le point plusieurs fois que sans la création des frères musulmans en Égypte en 1928, il n'y aurait pas eu le 11 septembre. Je dis ça sans hésitation. Cela peut choquer certaines personnes, mais tout le monde, derrière les attaques du 11 septembre, cite, le peuple américain a besoin de savoir cela. Pourquoi ce groupe est si important? Les frères musulmans, Oussama Ben Laden, Khalid Sheikh Mohammed, les pirates de l'air, tous les derniers d'entre eux, citent, avant qu'ils se soient rejoints, avant de former Al-Qaïda, ils appartenaient aux frères musulmans. Les frères musulmans sont vraiment la passerelle de la drogue vers le terrorisme islamique et le djihad. Que se passe-t-il en Amérique? Je vois des mosquées qui poussent partout. Si ce n'est pas un hasard. Je suis si heureux que vous ayez soulevé cette question, parce que le nombre de mosquées en Amérique, beaucoup de téléspectateurs pourraient ne pas être au courant de cela, le nombre des mosquées en Amérique a en fait doublé depuis l'an 2000. Maintenant, si vous regardez les documents stratégiques musulmans des frères musulmans, et au fait, cite, ces mosquées ne sont pas seulement à New York, mais dans les villes de Chicago, Los Angeles, des zones avec de grandes populations musulmanes, ils apparaissent dans la ceinture biblique en prenant des financements à l'étranger. Pourquoi, cite, si vous avez une telle petite communauté musulmane, pourquoi avez-vous besoin d'un si grand complexe tentaculaire de mosquées? Les imams, et je les ai interviewés, ils ne peuvent pas répondre et ils ne peuvent pas non plus dire d'où vient l'argent. Ok, pourquoi avait-il besoin de tant de ces petites surfaces? Cite, si vous regardez la stratégie des documents des frères musulmans, et d'ailleurs, les gens pourraient être choqués de savoir que notre gouvernement, le gouvernement des États-Unis, a les documents des frères musulmans en sa possession. Les documents secrets sur lesquels j'ai écrit, pour faire court, lors du raid de l'agent leader des frères musulmans, juste à l'extérieur de Washington DC, à 10 minutes de notre Capitole. Ce type avait mis en place un magasin. Le FBI a perquisitionné son domicile et ils ont découvert ces documents secrets des frères musulmans qui décrivent une stratégie pour détruire la civilisation occidentale, l'Amérique de l'intérieur. Et ce qu'ils vont faire, selon leurs propres documents, est de construire des mosquées d'un océan à l'autre. Il s'agit d'un locataire central, le plan stratégique des frères musulmans pour subvertir l'Amérique de l'intérieur. Et comment se fait-il qu'il y ait ces écoles de l'islam surgissant dans toutes les grandes universités? Je veux dire, comment Harvard a-t-il une école islamique? C'était une université juive. Comment Georgetown, une université catholique, a une école islamique? C'est l'argent, cite. Regardez la piste de l'argent. Cette branche islamique de Georgetown à l'université de Georgetown, une université catholique, 20 millions de dollars. Harvard, 20 millions de dollars. Venu du même homme, un prince saoudien. Et les Saoudiens sont les principaux fournisseurs. Parleriez-vous de la propagation de l'islam radical mondial? Et c'est très important. Ils ont des milliards de dollars en pétrodollars. C'est avec cet empire pétrolier qu'ils ont en Arabie saoudite. Et ils sont missionnaires de bien des façons pour propager l'islam dans toute l'Europe, partout en Amérique, des milliards et des milliards de dollars au cours des dernières décennies. Et ils ont travaillé avec les frères musulmans d'ailleurs. Les Saoudiens fournissent l'argent et la fraternité fournit les imams et les idéologues de ces mosquées. Cela a été le plan, traditionnellement, une stratégie très importante qu'ils ont. Une dernière question. Est-il vrai que le Coran dit, quand vous êtes petit, quand l'islam est petit, soyez pacifique. Une fois que vous avez grandi, prenez le relais. Take over. C'est l'exemple qu'a donné Mohammed, c'est absolument vrai. Mohammed n'était pas un homme politique, un chef. Quand il était juste en difficulté, alors appelé prophète dans la ville de la Mecque, Mohammed était plus conciliant envers les juifs et les chrétiens. Il voulait les gagner à ses côtés. Et plus tard dans sa carrière, il est allé à la ville de Médine, il est devenu un guerrier, un chef politique. Tout d'un coup, ses soi-disant révélations l'ont changé et il est devenu plus violent et plus intolérant avec les chrétiens et les juifs. Une fois Mohammed arrivé au pouvoir, il est devenu beaucoup plus intolérant et violent envers les non-musulmans. Je voudrais parler des documents secrets quand nous reviendrons. We'll be right back to It's Supernatural.
now return to It's Supernatural. Maintenant, avant d'avoir découvert les documents secrets pour reprendre les États-Unis et l'Europe par les frères musulmans, je croyais que c'était les Suisses qui avaient trouvé ces documents secrets. Parlez-moi un peu de l'histoire des frères musulmans. The Muslim Brotherhood. Eh bien, cite au début de ce groupe, les frères musulmans ont été plongés dans la violence et dans l'idéologie du martyr. Mourir pour Allah. Leur credo fondateur se lit dans cette partie, le djihad est notre voie. Mourir dans le sentier d'Allah est notre plus grand espoir. C'est leur devise. Attendez une seconde. Modéré? Comment appelez-vous cela modéré? Je ne comprends pas, Eric. Ce n'est pas une ligne démocrate, ce n'est pas une ligne républicaine. Républicains et démocrates les ont qualifiés de modérés. Sans aucun doute. Est-ce toujours leur objectif? Oui, c'est leur but. Et quand les dirigeants musulmans de la confrérie assombrissent les salles de la Maison-Blanche aujourd'hui, cela reste leur devise. Ils ne l'ont jamais changé depuis 1928, date de leur création. Le djihad est notre voie. Mourir dans le sentier d'Allah est notre plus grand espoir. Et cite, depuis le début de cette organisation, fondée en Égypte en 1928, il y avait 7 membres. En 20 ans, c'est devenu entre 1 et 2 millions de membres, en seulement 20 ans. Dès le début, ils ont vécu avec cette devise. Ils ont harcelé les Juifs d'Égypte. Ils ont notamment travaillé avec les nazis. Ils ont travaillé, cite, fraternité avec la machine de guerre d'Hitler pour prolonger la solution finale de l'Europe pour les Juifs du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. La confrérie a effectivement envoyé des bataillons quand Israël a miraculeusement rené en 1948. La fraternité a envoyé des bataillons pour lutter contre le nouvel État juif. Ils ont assassiné les dirigeants égyptiens, assassiné un premier ministre égyptien. Il s'agit d'une organisation imprégnée de la violence qui, soit dit en passant, cite, non seulement a engendré Al-Qaïda, mais le Hamas, qui a tué des citoyens américains et qui tue des femmes et des enfants juifs au quotidien. Il s'auto-identifie comme la branche palestinienne des frères musulmans. Le Hamas, c'est les frères musulmans. Était-il impliqué dans l'assassinat de Sadat? Absolument, cite en 1981 l'ancien président égyptien Anwar el-Sadat. Les membres de la confrérie ont participé au meurtre de Sadat quelques années après avoir frappé ce traité de paix entre l'Égypte et Israël. C'était la raison, cite. La confrérie ne l'a jamais laissé vivre et ils avaient un œil de bœuf sur son dos. Ok, parlez-moi des documents secrets pour détruire totalement les États-Unis. Destroy the United States. Eh bien, vous en avez 2. C'est très intéressant, cite. Vous avez d'une part des documents trouvés en Amérique du Nord à l'extérieur de Washington, comme nous en avons discuté. Mais alors, vous avez le projet. C'est un document que vous avez cité, découvert par les autorités suisses juste après le 11 septembre. Maintenant, les autorités suisses ont mené un raid sur une confrérie de premier plan, la maison de l'opérateur, dans une villa luxueuse, pourrais-je ajouter. Ces gens, encore une fois, vivent la grande vie dans de nombreux cas, et ce document est devenu connu sous le nom de projet. Et ce que c'est un plan secret de la fraternité pour dominer l'Europe, dominer l'Amérique. Et c'est ce qu'ils vont faire, c'est l'immigration de masse, numéro 1. Prosélytisme, numéro 2. Numéro 3, construire des mosquées à travers l'Europe, à travers l'Amérique. Et numéro 4, point clé, ici, trouver des emplois dans les couloirs du pouvoir, dans les médias, dans le milieu universitaire, dans le gouvernement. On le voit en Europe. Nous le voyons aussi aux États-Unis. Travaillant également avec des personnes partageant les mêmes idées, peut-être pas idéologiquement similaires, mais la gauche, par exemple, en Europe et en Amérique. Nous voyons la fraternité travailler étroitement avec la gauche. Maintenant, attendez une seconde. La gauche politique ne va pas s'aligner avec quelqu'un qui veut tuer des homosexuels. Je veux dire, ça n'a pas de sens, Eric. No, it doesn't make sense, Eric. Cite, ça n'a aucun sens. Étrange compagnon de lit. Tout le monde à la maison pense probablement que la gauche sera la première à avoir la tête sur le billot si la loi de la charia islamique est arrivée au pouvoir. Mais voici le point d'achoppement. C'est leur but, c'est leur objectif, la charia pour tous, qu'on le veuille ou non. Que va-t-il se passer avec les femmes? Eh bien, il n'y aura plus de droits des femmes. Et chaque femme, mais comment l'extrême gauche peut-il se réunir avec eux? Si,
Notre tête pourrait exploser ici, sur le plateau, en essayant de comprendre cela. Voici le marché, Sid, et voici le point clé que les gens à la maison ont besoin de comprendre. Pourquoi les islamistes radicaux qui veulent la charia et le noyau dur des gauchistes radicaux qui veulent une utopie marxiste, pourquoi travailleraient-ils ensemble? Ils semblent d'étranges compagnons de lit. Sid, ils partagent un ennemi commun, la civilisation judéo-chrétienne de l'Ouest. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, ce vieil adage. Ils détestent l'Amérique traditionnelle judéo-chrétienne, la civilisation occidentale qui est basée sur les 10 commandements. Ils détestent tellement ça. Ils détestent le nom de Yeshua, Jésus, tellement qu'ils vont travailler ensemble, au moins à court terme, pour grignoter l'Amérique traditionnelle et la civilisation traditionnelle de l'Ouest. Quand nous reviendrons de la pause, je veux en savoir plus sur la prochaine guerre au Moyen-Orient. Je veux aussi que vous réalisiez qu'un homme du nom d'Adolf Hitler a écrit un livre intitulé Mein Kampf, dans lequel il a écrit tout ce qu'il allait faire. Personne ne l'a pris au sérieux. Nous avons un aperçu de ce que les frères musulmans prévoient par leur stratégie. Prenons-les au sérieux. Quand nous reviendrons, je veux aussi savoir quand Dieu a parlé à Eric et lui a dit quel était son appel. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. 2008, vous êtes dans ma ville préférée, Jérusalem, au mur des lamentations. Et Dieu vous parle. Qu'est-ce qu'il vous a dit? God speaks to you. What did he tell you? Eh bien, Sid, c'est ma ville préférée dans le monde aussi. Et ma première fois en Israël. Je n'avais jamais mis les pieds à Jérusalem. C'était un rêve de toujours. Je regarde le mur des lamentations. Dieu ne m'avait jamais parlé audiblement encore, mais il a parlé à mon cœur. Et ce jour-là, il a parlé à mon cœur d'une manière puissante. Et il a dit 3 mots, Sid, clairement. Aide mon peuple. Et il n'y avait aucun doute dans mon esprit qu'il voulait dire le peuple juif. Pas seulement en Israël, mais autour du monde. Et tout d'un coup, Sid, toute ma vie a commencé à avoir un sens. Pourquoi suis-je dans ce domaine du contre-terrorisme, anti-djihad? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi dans toute ma vie ai-je eu des amis juifs, des entraîneurs, des mentors dans ma vie? Pourquoi cette passion de toujours pour Israël quand mon père était chrétien sioniste qui m'a appris à aimer Israël et le pays d'Israël? Pourquoi? Enfin, tout avait un sens pour moi, comme j'étais à Jérusalem et que Dieu a parlé à mon cœur d'une manière puissante. Ok, qu'est-ce qui déclenchera la prochaine guerre au Moyen-Orient? 3 déclencheurs potentiels, Sid, et les voici. Premièrement, le chaos en cours en Égypte, que nos bons amis les frères musulmans provoquent. Que le chaos en Égypte pourrait déborder au-delà des frontières de l'Égypte, jusqu'en Israël. Ensuite, nous avons la Syrie, autre voisin d'Israël. Une centaine de milliers de personnes à ce stade, Sid, tuées dans cette guerre civile en Syrie. Ça pourrait déborder jusqu'en Israël. Le troisième et le plus probable déclencheur, Sid, au-delà de l'Égypte, au-delà de la Syrie, et probablement, très probablement, le programme d'armement nucléaire iranien. L'Iran est très très proche d'acquérir une bombe nucléaire. Ok, Israël ne veut pas cela pour des raisons évidentes. Pourquoi les États-Unis traînent-ils les pieds? Dragging their feet. Ils croient, Sid, que nous pouvons négocier avec les Iraniens, qu'on peut parler à ces gens-là. Ils sont diplomates, nous pouvons les dissuader d'utiliser le nucléaire et trouver quelques raisons pour les Iraniens. Pourquoi est-ce impossible à votre avis? Leur idéologie, Sid. Vous ne pouvez pas discuter de l'Iran sans parler de leur idéologie. Quelle est cette idéologie? C'est une idéologie du martyr, d'inaugurer la fin des temps, le retour du Messie islamique. Sid, je vais vous donner un super exemple. Cela pourrait choquer tout le monde à la maison. Dans les années 1980, la guerre Iran-Irak, 1 million de personnes tuées. Les mollahs iraniens, les mêmes gars qui sont en charge de ce pays maintenant, ont envoyé des milliers de jeunes garçons iraniens, aussi jeunes que 10 ans, pour nettoyer les champs de l'esprit. Ils mettent des charges en plastique partout dans leur cou
Et ils leur ont dit, ce sont les clés du paradis. Si tu clarifies ce champ de l'esprit, tue-toi. Ce soir, tu seras au paradis avec Allah. Je suis désolé, Sid. Je ne pense pas que vous puissiez négocier avec les gens qui accordent une si faible valeur à une vie humaine dans ce régime iranien, comme ce régime iranien le fait. Alors, quel est leur plan avec ces bombes nucléaires, qui sont littéralement à quelques mois d'être développées? Cite, leur plan numéro 1 est d'éliminer Israël de la carte. Mais les téléspectateurs américains, en particulier, ont besoin de comprendre que dans l'idéologie iranienne, Israël n'est que le petit Satan. C'est l'Amérique qui est le grand Satan et le prix ultime. L'Amérique a un œil de bœuf sur son cou, si. Une fois que l'Iran en aura fini avec Israël, et j'ai lu la Bible, donc je sais que cela n'arrivera pas, mais si l'Iran réussissait ses plans pour balayer Israël de la carte, il ne se contenterait pas de faire le valise et partir à la maison. Ils sont venus pour l'Amérique et pour l'Europe ensuite. Les gens ont besoin de comprendre qu'Israël est la première ligne de défense pour la civilisation occidentale. Vraiment, ils sont le canari dans l'esprit de charbon dans cette lutte contre l'islam radical. Ok, l'Iran a-t-il cette nouvelle technologie EMP? C'est une chose effrayante qu'ils ont testée ici. EMP signifie impulsion électromagnétique. Et qu'est-ce que c'est? Ça ressemble presque à un film de science-fiction, mais ce qu'il ferait, c'est tirer un missile nucléaire dans l'atmosphère au-dessus des États-Unis. Le missile explose au-dessus d'une ville, disons New York, Washington DC, et ça frit tout ce qui est en dessous. Si le réseau électrique est grillé, votre voiture ne roulera plus, votre téléphone portable ne fonctionnera plus. Nous serions de retour dans les années 1800. L'Iran a testé cette technologie. Russie, Chine, Corée du Nord, tous travaillent avec elle. Et notre gouvernement, sous Capitol Hill, Sid, n'a pas eu la volonté d'endurcir notre réseau électrique pour se prémunir contre ce genre d'attaque. Comment le pétrole joue-t-il dans tout cela? Eh bien, à la fin des jours, comme nous le savons, le monde musulman contrôle une bonne quantité de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et la chose effrayante est que je vais vous donner deux exemples ici. Premièrement, le canal de Suez en Égypte. Maintenant, une bonne partie du pétrole du monde passe par le Moyen-Orient tous les jours sur son chemin vers l'Amérique et l'Europe. Donc, si ce canal de Suez était fermé par des terroristes, cela affecterait l'ensemble de l'économie mondiale. Tout le monde qui regarde cette émission en ce moment le sentirait dans son portefeuille, le sentirait à chaque fois qu'il va à la pompe de pétrole et à essence. Les prix du pétrole et du gaz monteraient en flèche. L'économie mondiale prendrait un coup majeur si ce canal de Suez était fermé. Et l'autre chose qu'il faut garder à l'esprit avec l'OPEP, composé principalement de nations musulmanes, si c'est islamique, je l'appelle comme ça, je ne l'appelle pas simplement, l'histoire l'appelle un califat islamique, un État musulman. Chaque nation musulmane, unie militairement, politiquement, économiquement, contrôle la grande partie de l'approvisionnement en pétrole du monde. C'est le but, ce califat, pour la confrérie, pour l'Iran, qu'ils soient chiites, sunnites, Al-Qaïda, c'est cela qu'ils veulent. Et s'ils unissent leurs forces, ils contrôleront une bonne partie de l'approvisionnement mondial en pétrole. C'est très mauvais pour nous, ici, à l'Ouest. Vous savez, on entend toutes ces choses. En ce qui me concerne, Israël et l'Amérique sont dans le même bateau. Et ce n'est pas un accident que les Juifs et les chrétiens sont dans le même bateau. Et ce n'est pas un accident. Je vois cela comme le plus grand moment de Dieu. Et je vais vous donner une solution surnaturelle pour vous-même, pour votre famille, pour votre ville. C'est le psaume 122, verset 6, qui dit « Priez pour la paix de Jérusalem ». Le mot « paix » en hébreu, « shalom » peut signifier « complétude ». Quelle est la complétude de Jérusalem? Juifs et gentils, un en Jésus, un en Yeshua, un dans le Messie. Mais ça continue. Il est dit « Priez pour l'intégralité de Jérusalem ». Ils prospéreront. En hébreu, le mot prospérer signifie plus que de l'argent pour pouvoir acheter. Cela signifie la paix du cœur. Dieu vous promet que si vous priez pour l'exhaustivité et la sécurité de Jérusalem, Dieu vous donnera la paix du cœur. Je ne suis pas inquiet pour Israël. Je suis très préoccupé par les États-Unis et le reste du monde, parce que Dieu dit « Je bénirai ceux qui bénissent le peuple juif ». Et si vous bénissez le peuple juif, 1 millier peuvent tomber à votre main gauche, 10 000 à votre main droite, mais la parole de Dieu dit qu'il ne s'approchera pas de vous.
Priez pour la paix de Jérusalem. Vous prospérerez. Vous aurez la paix du cœur.